Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Méfiez-vous des faux dossiers de locataires. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui fâche, qui fait peur et qui doit vous faire peur, parce que je considère que si vous n'avez pas peur, c'est que vous êtes en danger. Donc il faut vraiment prendre conscience dans cet épisode. Aujourd'hui, on va dégrossir comment faire quand on est propriétaire d'un logement, qu'on va le mettre en location. Comment est-ce que je peux sélectionner intelligemment le dossier de mon futur locataire et ne pas me faire avoir par ces faux dossiers qui pullulent sur le marché de la location? Pour cela, j'ai invité Bruno Cantegrel, qui est l'un des spécialistes de la gestion locative et qui va nous parler donc aujourd'hui de comment faire pour nous, gentils investisseurs qui voulons mettre en location des biens qu'on adore, pour ne pas se faire avoir par des locataires mal intentionnés qui, du coup, ont quand même beaucoup de droits une fois qu'ils sont installés. Donc, on veut éviter que ça arrive. Salut Bruno, comment ça va ? Salut Dorine, merci à toi. Je suis un peu trempé aujourd'hui. J'ai pris la neige pour venir jusqu'au studio. Mais en tout cas, ravi de revenir tourner avec toi pour cet nouvel épisode. Je suis ravie. On avait déjà fait un premier épisode ensemble où tu m'as partagé tout ton parcours, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le réécouter. Là, on va faire des épisodes plus techniques. On a prévu d'en faire 3. Là, c'est le premier de la série où on va parler donc des faux dossiers. Et qu'est-ce que toi, tu as envie de dire ? Là, j'ai envie de commencer pour expliquer aux auditeurs à quel point c'est fréquent et qu'il faut y faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir en immobilier parce que les gens disent « Ah c'est horrible, ça fait peur, j'investis pas en immobilier ». Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il faut en avoir conscience. Est-ce que tu as des chiffres à nous partager pour se rendre compte de l'ampleur des faux dossiers en France aujourd'hui ? Oui, alors je vais te reprendre une étude en fait BFM qui date un peu, mais voilà, ça permet d'avoir une tendance. Cette étude montrait qu'il y avait 67% des locataires qui trichaient et qui embellissaient, je préfère utiliser ce mot-là, embellissaient leur dossier de location pour se retrouver sur en tête de pile, en fait, en tête de pile, ouais, comme ça on dit, et s'assurer de pouvoir trouver le logement. Donc c'est un vrai fléau, ça peut arriver en fait à tout le monde, donc il faut vraiment y faire attention. Et l'idée de ce podcast aujourd'hui, c'est déjà de vous faire prendre conscience que ça existe, qu'il y en a, et puis surtout, on va essayer de regarder pourquoi il y en a autant, il y en a de plus en plus, et comment on peut les démasquer. C'est intéressant la question de pourquoi il y en a de plus en plus, parce que je connais même des gens tout à fait respectables qui ont fait des faux dossiers, parce que c'est quoi ton analyse ? Et après, je peux te partager la mienne peut-être. Moi, il y a plusieurs éléments. Là. Le premier, c'est que le marché de la location, il est très tendu en ce moment. Typiquement, moi, quand je mets une annonce en location sur un studio, j'ai une centaine de demandes dans la journée. Donc, il n'y a pas d'offres. Tout est concentré sur de l'Airbnb en ce moment. Donc, les gens préfèrent faire de l'Airbnb. Donc, il y a peu de logements. Donc, les locataires, ils ont toujours besoin de se loger. Et forcément, comme quand tu postules à un job, il faut être en tête de pile, faire remonter ton CV en fait. Donc la concurrence à la location, ouais. Donc là, il y a une grosse concurrence. Il y a le fait est aussi que les propriétaires maintenant sont peut-être un peu plus sélectifs. Comme ils ont le choix, ils vont prendre juste le meilleur dossier qui se présente. Tu as aussi les assureurs, notamment quand tu prends une garantie loyer impayé. Les assureurs, maintenant, ils te demandent d'être suffisamment solvable. Donc, en gros, c'est ton bulletin de salaire. Ils vont regarder si tu gagnes suffisamment. Donc ça, des locataires peuvent être tentés d'arrondir ou de grossir un peu pour rentrer dans les cases des assureurs. Donc ça, c'est une autre raison. Et puis, tout est numérique maintenant. Donc, tu vois, les bulletins de salaire, les contrats de travail, les avis d'imposition, c'est un format PDF. Donc, tu peux facilement modifier les documents. Tu prends un logiciel comme Paint sur ton PC et c'est très facile en fait. Après, les professionnels peuvent utiliser des Photoshop et autres. Mais donc voilà, donc c'est devenu un jeu d'enfant. Et surtout, tu as même maintenant des sites, j'ai découvert, tu avais des sites sur Internet qui te proposent de te faire des fausses feuilles de paye. Oui.
tu vas sur Google, tu regardes. Ouais, tu peux acheter un faux dossier, en fait. Voilà, tu achètes un faux dossier. Donc, il y a un business. Il y a un vrai business là-dessus parce que tu as une grosse pénurie et puis tu as un vrai besoin des locataires de se loger. Voilà, ça, c'est un peu le retour d'expérience. Tout ça cumulé fait que les locataires ne sont pas forcément des tricheurs en soi, mais ils ont envie de se loger. Donc, ils embellissent. C'est pour ça que j'utilise le mot un peu embellir. Même si c'est frauder. Après, tu as des risques aussi de frauder pour le locataire. Mais voilà, c'est quand même un fait aujourd'hui sur le marché de la location, quoi. Ouais. Non, mais c'est hyper intéressant parce que il y a aussi une chose qui change, c'est que je me rends compte que y a de moins en moins de personnes qui sont en CDI dans des trucs hyper classiques. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a des gens du coup qui n'ont pas entre guillemets toutes les cases classiques et donc en fait elles se retrouvent aussi forcées à se dire du coup je vais faire un faux dossier parce que si je lui explique, rien que nous, par exemple, avec Cyril, je vais l'avouer, on a fait un faux dossier quand on était, pas bien. Quand on était rentier, qu'on avait quitté notre boulot, parce qu'en fait, on s'est dit, mais comment t'expliques à un propriétaire que t'es rentier immobilier avec 6 500 € par mois et t'as pas de fiche de salaire? Ouais. Tu dis, comment tu fais? Donc là, je fais ma confidence. Même moi, on en a fait parce qu'on était en mode... On a embelli, on a réarrangé quelque chose. Parce qu'en fait, comme ça, la personne ne se pose pas de questions en face. Et on savait que de toute façon, on avait bel et bien l'intention de payer le loyer. Donc je pense qu'il y a aussi parmi les gens qui font des faux dossiers, de nombreux qui ont bel et bien l'intention de payer leur loyer, ont les moyens. Mais qu'en fait, il y a aussi le côté où maintenant, il y a des critères tellement stricts, il y a tellement de gens qui sont en CDI, machin, que dès que tu rentres pas dans ces cases-là, finalement, ton dossier ne passe même plus... Parce que comme il y a tellement de concurrence, comme tu dis, il y aura toujours quelqu'un qui aura soit un papa-maman médecin, soit un CDI bien en place avec des gros revenus. Et dès que tu sors des cases... je défends aussi le côté... Non, mais t'as raison. Mais après, en tant que bailleur, tu le sais pas. Ça se trouve, la personne, elle est honnête et veut juste faire passer son dossier, elle paiera son loyer. Mais en fait, tu le sais pas en tant que propriétaire. Tu connais pas l'histoire. Tu n'as pas le temps, en fait, tu as juste un dossier de location. Mais c'est ça. Et tu prends au plus simple. Tu as plusieurs candidats, tu prends les CDI avec des parents bien placés et basta. Enfin, parce que qu'est-ce que tu vas t'embêter à essayer d'étudier un dossier complexe alors que tu en as un qui est tout simple et tout cuit devant tes yeux. Donc forcément, on favorise aussi ces cas-là. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, tu sais ce que tu risques en tant que locataire si tu fraudes? Mais maintenant, c'est bon, je suis sortie de ma location maintenant. Donc je me suis dit, je peux le dire. Si tu veux le refaire, imagine que tu es un propriétaire un peu qui est Au début, je n'osais pas le dire, tu vois, parce que comme j'étais encore en location, je ne venais plus en location. Voilà, en tout cas, je pense que après, c'est des amendes et des peines d'emprisonnement. Voilà, parce que c'est du faux, enfin c'est l'usage du faux. Mais bien sûr, c'est très grave. Donc bon, après les propriétaires généralement ils se plaignent pas, ils laissent tomber le dossier. Tant que tu payes, quand tu le détectes, enfin il faut déjà le détecter. Quand tu payes, ça se passe bien. Donc, tant que tu payes et que ça se passe bien, entre guillemets, t'es pas embêté. Mais si t'arrêtes de payer et en plus que t'as fait un faux, là c'est le premier risque effectivement pour les propriétaires de prendre ou de ne pas savoir que le dossier a été fraudé. C'est que tu peux augmenter ton risque d'impayé. Parce que le locataire qui, je sais pas, qui gagnait 1200 et que pour que son dossier passe, il fallait être à 1006, au final, s'il a modifié son bulletin de salaire et que toi, tu l'acceptes et qu'il va être très short au niveau trésorerie, tu peux avoir des retards de paiement, tu peux avoir des mois où il ne paye pas. Donc ça, c'est un risque aussi pour toi. Après, il peut être très bien dans le logement, entretenir le logement, mais bon, tu as un risque financier. Et puis surtout, au niveau de la GLI, si tu as pris, par exemple, une garantie de loyer impayé, les assureurs aujourd'hui te laissent vérifier le dossier de location. Oui. Ils sont assez malins. Donc il faut choisir un assureur, on en parlera dans un autre sujet, mais qui sélectionne, qui valide plutôt, qui contrôle et qui valide le dossier pour toi. Mais généralement, ce n'est pas le cas. C'est l'assureur qui dit valide le dossier, tu dis bon, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ouais, mais si tu n'as pas fait des vérifications de base, en fait, ils vont dire tu n'as pas fait les vérifs. Donc, voilà. Et en fait, l'assureur va vérifier le dossier le jour où tu auras un impayé. Ils vont exactement. Mais ça, on va en parler après. On en parle après. Voilà. Étape par étape. Voilà, donc c'est important de le faire. C'est important en tant que propriétaire de vérifier, de prendre le temps, parce que c'est vrai que c'est un peu long. Toi, il faut faire entre 10 minutes, passer 10 minutes sur chaque dossier. Quand on reçoit des dizaines, ça prend pas mal de temps. Et le souci aujourd'hui, c'est que les gens, ils prennent pas le temps de le faire. Ouais. Tu as un propriétaire sur deux qui prend le temps de vérifier parce le que dossier. Oui, nous, par exemple, on avait fait le faux dossier à l'époque, personne n'a vérifié, et on était passé par une agence immobilière qui n'avait pas vérifié notre dossier. Donc, c'est juste pour dire qu'en vrai... après, peut-être qu'on était super bon et qu'elle avait vérifié et qu'on avait super bien falsifié notre dossier. Mais en fait, ce que je veux juste dire, c'est que c'est facile aujourd'hui de falsifier et de pas avoir les connaissances pour vérifier les dossiers.
certes, tu peux des fois tomber sur des locataires comme Cyril et moi, qui est juste par souci de simplicité du dossier en se disant si c'est trop compliqué, il va pas comprendre, mais on est riche, on paiera, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais en réalité, je pense qu'il y a aussi un sport qui existe, qui est de prendre des locations et qu'on n'a absolument pas l'intention de payer ou de très vite arrêter de payer. En fait, je pense qu'il y a aussi des personnes qui sont malveillantes derrière les faux dossiers, qui ont cette intention dès le départ de je fais mon faux dossier, peut-être parce que la personne elle est ric-rac, etc. Elle se dit j'ai pas les 33% pour les loyers, donc du coup j'augmente un peu mon salaire pour que ça rassure, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça, mais elles paieront quand même si elles sont un peu plus à risque. Et puis tu as les gens qui, je pense vraiment que ça existe, et je pense que nous on en a décelé, qui dès le départ avaient un plan de... Enfin, ils savaient déjà d'avance que en tant que locataire, ils étaient hyper protégés une fois qu'ils s'étaient installés. Donc, ils font semblant de payer 1 ou 2 loyers au début. Et puis après, plus rien. Et c'est fini. Donc, en fait, c'est surtout eux, je trouve, entre guillemets, qu'il faut qu'on décèle. Oui. Ah oui, tout à mais fait. De toute façon, et c'est ça le vrai risque. C'est de tomber sur des gens qui sont malveillants en face de nous et qu'on n'a pas vu venir et qui sont, à mon avis, en plus de ça, les plus professionnels pour faire des faux dossiers. Parce que eux, du coup, c'est entre guillemets leur business, leur façon de vivre, qui, je pense même, il y a des gens, ils enchaînent les logements comme ça, parce que genre, j'ai eu des histoires comme ça qui, ils se font virer, et puis tous les 2 ans, du coup, parce qu'ils se font virer, ils refont le même mécanisme, mais en fait, ils s'arrêtent jamais, parce que c'est comme ça qu'ils vivent. Tu vois, non, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, et c'est de... Voilà, donc on démarre. La première chose que je voulais voir avec toi, c'est donc, je suis propriétaire, je mets mon bien en location, et je reçois des candidatures sur Le Bon Coin. Bam, ça y est, ça démarre. Ouais. Je reçois plein de demandes. Alors, bon, il y a des gens qui reçoivent plus de demandes. Peut-être qu'il y a des endroits où tu ne reçois que 10 ou 20 demandes. Est-ce qu'il y a déjà un premier tri à faire? Comment est-ce que toi, tu fais? Est-ce que tu demandes les dossiers avant les visites? Est-ce que comment s'organise? Alors, moi, je ne l'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a des propriétaires qui veulent le faire et ce n'est pas ce que je recommande. Moi, je ne demande jamais le dossier avant la visite. Donc, quand je dis le dossier, c'est toutes les pièces justificatives. Après, je demande un minimum d'informations. Est-ce que la personne veut emménager seule, oui ou non? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a des animaux de compagnie? Est-ce qu'elle a un garant si voilà. Son salaire aussi, c'est important. Donc ça, tu demandes tout ça avant la visite? Ouais, je demande ça avant la visite. Je demande aussi de savoir si elle va travailler ou étudier à côté du logement. Parce que les gens qui ont beaucoup de temps de trajet, ils ne vont pas forcément rester longtemps dans le logement. L'idée, ce n'est pas de faire du turnover tous les 6 mois. Et en fait, je le mets dans l'annonce. Merci de vous présenter. Puis c'est moi qui pose les questions. Donc, c'est un peu ce que je t'ai dit. Donc, dans ton annonce, tu poses déjà les questions pour que la personne les mentionne quand elle te contacte. Voilà, qui se présente. C'est explicité. Parce que sur Le Bon Coin, c'est trop facile. En fait, ils ont, quand tu es locataire, tu as juste un bouton « ça m'intéresse ». Tu cliques « ça m'intéresse ». Et ça te fait des messages préécrits. Et donc, le locataire, il ne s'est pas foulé. Donc, vu que je reçois beaucoup de demandes, je vais prioriser les locataires qui prennent le temps de se présenter, de répondre un peu à mes questions. Après, tu peux obligé de répondre à toutes, mais au moins te présenter. Et donc ça, je fais un premier tri, parce qu'il y en a plein qui est un sur 2 qui se présente même pas ou qui a juste appuyé je veux visiter le logement. Oui, non, mais ça, j'ai envie de le dire, même aux gens qui cherchent une location, mettez-vous 2 minutes à la place d'un propriétaire, parce que nous, ça nous arrive tout le temps. Je suis intéressée, mais genre, j'ai que ça à faire après de te répondre, de te poser des questions, machin, pour savoir qui tu es, etc. Enfin, quand on candidate, même sur Le Bon Coin... On n'est pas tout seul. Enfin, en plus de ça, c'est un message qu'on peut faire copier-coller. Donc, tu fais le travail une fois de faire un message un peu construit. Enfin, pitié, quoi. Tu as l'impression que c'est juste pour toi. Après, les gens, ils s'étonnent qu'ils galèrent à trouver un logement. Mais enfin, présente-toi un minimum au moment où tu fais la première prise de contact. C'est la base. Après, comme quand tu vas chercher un job, c'est pareil, il faut que tu te présentes. Oui. Donc là, tu as un CV, tu as une lettre de motivation. Je ne demande pas une lettre de motivation. Tu vois, c'est dans un texte avec quelques lignes de texte. Donc tous ceux qui jouent pas le jeu, je réponds même pas. Ceux qui jouent le jeu, à ce moment-là, je leur dis ok, j'organise des visites tel jour, de telle heure à telle heure. Alors, avant, je faisais des visites individuelles. Mais vu que sur Le Bon Coin, tu as beaucoup de gens qui se présentent pas, en fait, parce qu'ils ont oublié, ils savent pas, ils font plein de visites. Donc maintenant, je fais des visites groupées, comme ça, je suis sûr de pas perdre mon temps à attendre les gens. Ouais. Donc les gens, ils viennent de telle heure à telle heure. C'est une plage horaire que je donne maintenant. Comme ça, ceux qui sont un peu en retard. Bon, voilà, c'est pas ça ne va pas les pénaliser ni moi. Et les dossiers, donc je fais les visites. Et après, effectivement, donc, dans la sélection du dossier, moi, j'ai 50%. C'est lié en fait à comment s'est passée la visite. Donc, moi, je fais les visites pour voir le locataire.
pour voir s'il est en retard ou pas, s'il s'est excusé ou pas, si genre il essuie ses pieds avant d'entrer chez moi, tu vois, des petits détails. Mais exactement, j'adore. Mais tu sais que nous, on fait pareil. Hein. S'il fume sa cigarette dehors en train de m'attendre, donc j'ai pas envie que... Bon, après, il y en a, ça les gêne pas. Moi, je suis pas fumeur, donc j'ai pas envie d'avoir un appartement où ils sentent la cigarette. Tout ça. Et puis, effectivement, après, qu'est-ce qu'il a pensé de l'appartement? Après, je repose un peu toutes les questions pendant la visite. Après, quand tu fais des visites groupées, c'est un petit peu plus difficile de faire du one-to-one. Mais bon, j'arrive toujours à la fin un peu à poser mes questions à chaque candidat. Et suite à ça, après, il y a aussi les questions assez marrantes que je peux avoir, que j'ai déjà eues. Des locataires qui veulent carrément amener leurs meubles, qui veulent amener leur gros frigo qui ne rentre pas dans le studio. Ouais, tu as envie qui de veulent dire, mais amener c'est leur tout lit, meublé. quoi. C'est un C'est king que- size. Mais oui, mais moi, je disais, mais je peux amener mon grand lit parce qu'on est deux. Bah oui, mais là, j'ai un lit standard, on ne va pas changer. Un autre qui voulait changer la plaque de cuisson parce qu'il aime bien cuisiner. Donc, il allait Oh inviter là, tous ses ouais. amis. Bon, voilà, donc il y a des questions. Bon, je Ouais, réponds, mais je sais que. Ouais, tu dis c'est bon, toi, tu vas être galère, Il laisse va vouloir tomber. tout changer, tout faire. Après, moi, il faut que je stocke mes meubles que tu veux pas. Voilà, Enfin, il faut non, que mais là, ils se mettent pas à la place des propriétaires 2 minutes, mais bon, c'est comme ça. voilà, les gens, Ils essayent, mais ils ok. essayent. Donc, j'en ai aussi qui essayent de négocier le loyer avant même d'avoir pris le logement. Ouais. Ah non, on n'est pas aux puces, quoi. Enfin, c'est Bah le bon oui. coin. Le bon coin, c'est beaucoup tu négocies tout, quoi. Mais, Donc, en gros, ce que tu dis, c'est qu'il y a une première partie qui est entre guillemets humaine, que toi tu considères à 50%, qui est le fait déjà. Enfin, finalement, c'est un premier filtre. On pourrait ouais, le dire, le premier filtre. c'est le feeling, en fait, avec le locataire, Voilà. comment s'est passée la visite. Est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il est vraiment, il a des garants? Est-ce que ces garants, ce sont ses parents ou c'est des gens qu'il ne connaît pas? J'ai déjà eu des personnes, c'est des gens qu'il ne connaissait pas, donc c'est un petit peu moins intéressant. Et après, je laisse le locataire m'envoyer son dossier s'il est intéressé, mais uniquement s'il est intéressé. Alors attends, juste avant, donc on prend notre temps. Enfin, donc la première chose, c'est que tu disais, moi j'ai vraiment envie de le redire aux auditeurs, c'est de prendre le temps au moment des visites de déceler et d'ouvrir vos yeux et vos oreilles pour observer les gens qui viennent Ouais, faire les exactement. visites. Pareil avec Cyril, lui il aime bien la propreté. Est-ce que la personne, elle est là à s'affaler sur les murs, sur les meubles, avec son sac à dos tout mouillé, ou est-ce qu'elle va avoir tendance à proposer, est-ce que vous voulez que j'enlève mes chaussures? Enfin, rien que quand la personne elle pose la question, elle gagne 10 points dans notre Oui. cœur. Tu vois, tu gagnes 10 points, bravo. En fait, d'être attentif en fait à tout ça, parce que souvent, moi, je me rends compte quand même que statistiquement, les gens qu'on n'a pas sentis au départ et que finalement on a quand même accepté, c'est souvent significatif de la façon dont ils se comportent après sur le long terme. Oui, tout à fait. La personne qui est touchy d'un point de vue juridique ou qui veut faire une petite négo sur le machin, elle va te refaire des petites négos après. Tu vois, tu le sais d'avance. Et parce que, par exemple, pendant 2 jours, ton chauffe-eau n'aura pas marché, elle va dire, ah bah du coup, ce mois-ci, je paye 30 € de moins dans mon loyer parce que pendant 2 jours, mon chauffe-eau était en panne. Enfin, tu sais déjà, en fait, c'est annonciateur, en fait, tu vois. Et donc ça, c'est très important. Et il faut avoir les écoutilles ouvertes, parce que souvent les gens sont trop sympas et on adore tout le monde. Enfin, moi je suis un peu comme ça, j'aime bien tout le monde, et puis voilà. Mais en faisant plusieurs visites, et je pense même que c'est une bonne pratique ça, de se forcer à en faire quand même plusieurs. Oui, Parce que surtout quand tu as peu d'expérience en mise en location, parce que tu vas forcément avoir quelqu'un qui va te dire, ah oui, en fait lui quand même... même quand tu as un peu d'expérience, Bah oui. Les locataires, ils ont l'habitude et en fait, tout se passe dans l'accueil, comment tu accueilles, comment lui, il t'accueille aussi. Ouais. Les locataires qui te tutoient direct. Ouais, c'est clair. Alors là, attends. 2 secondes après, ils me demandent la réduc, quoi. Oui, c'est ça, tu te dis c'est bon. Mais c'est ça. Et en fait, des fois, on peut, quand on n'a pas l'habitude, et même quand on a l'habitude, on peut vraiment se faire avoir. Il faut en avoir conscience. C'est que on est pris de sympathie, on est des humains, on trouve la personne sympathique et on oublie de voir les détails qui sont super importants. Donc ça, c'était le premier point. Donc voilà, je voulais qu'on Mais ça, s'arrête c'est là. super important parce que moi, ça rentre dans 50% Dans la sélection. Dans la sélection. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est quand même bien d'encourager les propriétaires à faire un peu les visites. T'en fais pas tous les jours, quoi. On peut le faire une fois dans l'année, mais une fois tous les 3 ans. Mais c'est faire important au moins 3 visites minimum pour un appart, pas prendre le premier qui arrive, quoi. Ouais, puis généralement, le premier, j'ai rarement eu le premier qui du banco, je prends. Ouais. Nous, ça nous arrive tout le temps. Hein. Mais en tout cas, voilà. Enfin, nous, ça arrive souvent. En tout cas, oui, il faut en avoir plusieurs. Il faut mais dire, non, j'ai 3 visites, j'attends de voir. Parce que moi, je le sais parce que comme on accompagne les gens en investissement immobilier et quand ils mettent leur première mise en location, quand tu es un tout nouveau propriétaire,
as super peur de pas trouver de locataire. Et, oui, et ça, c'est un mais même syndrome. après, quand tu remets en location, tu dis j'en veux un tout de suite. J'en veux un tout de suite parce que regarde la vacance locative. Moi, je dis toujours, non mais 2 semaines de vacances locatives, on s'en fiche. C'est pas grave. Le plus important, c'est de trouver le bon. Donc, pas de précipitation. Oui, celui-là, il a l'air bien parce qu'il te dit qu'il va le prendre tout de suite aujourd'hui et du coup, tu te dis, ah, trop bien, j'ai pas de vacances locatives. Non, on prend le temps. C'est un petit mariage. C'est pas un grand mariage, c'est un petit mariage. Donc, pas de panique. On prend le temps. Bon, voilà. Donc, ça, c'était le premier requis. Mais ça, c'est d'ailleurs pour ça, maintenant que je fais des visites groupées, comme ça, au lieu d'attendre 1 semaine ou 2 semaines, parce que les visites, ça prend du temps, finalement. Bah oui. Là, j'en fais visiter plusieurs à la fois sur des plages de 30 minutes. Donc, tu vois, sur 2 heures, ça te fait déjà un petit paquet de candidats. Voilà. Et puis, après, tu as la réponse. Parce que après, je leur dis, soit vous êtes intéressés et vous me dites, et vous m'envoyez le dossier aujourd'hui ou demain. Si vous n'êtes pas intéressé, bon, c'est pas grave. Hein. Très bien. Merci de venir. J'en ai même un une fois qui est venu. Alors ça m'a marqué. Il m'a offert une boîte de chocolat. Il arrive, il dit tenez, c'est pour vous, c'est cadeau. Ouais. Tu vois, Ah ouais. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai pris, mais parce qu'il était trop grand, donc il passait pas dans l'appart. Donc voilà, donc c'est des petites attentions aussi. Bon, c'est pas forcément à faire, mais en tout cas voilà, ça peut mettre du poids dans le dossier, ce petite attention, mais qui est pas demandé. Tu vois, j'avais rien demandé. Ouais. Et d'ailleurs, l'autre point aussi, je trouve qui est intéressant, c'est l'état de l'appartement qu'on fait visiter. Nous, ce qu'on met en place, en tout cas, notre credo, c'est les investisseurs sereins, c'est que nous, quand, par exemple, le locataire précédent n'a pas super bien fait son ménage, etc., nous, on reprend quelqu'un pour faire le ménage parce qu'en fait, on veut que quand les gens rentrent, ce soit nickel parce que ça annonce la couleur. Et tu vas attirer des gens qui vont prendre soin du... Et qui vont vraiment se dire « Ah ouais, c'est nickel. Ah, je peux enlever est-ce que je voulais que j'enlève mes chaussures ?» Tu sais, oh là, mais parfait, parfait. J'adore. Et en fait, et donc, c'est important je trouve aussi de montrer la belle image de son appartement et que ce soit soigné, que les choses soient bien faites et pas se mettre que dans la peau en mode c'est moi le propriétaire, c'est moi qui choisis mon locataire, mais aussi de se rendre compte que le fait de donner une très bonne image de son appartement, ça va attirer aussi les bons profils qui vont poser leur dossier, quoi. Et ça, clairement, il faut le faire. Moi, j'essaie de le faire à chaque fois. Après, sur des appartements un peu plus anciens, c'est plus difficile parce que tu pars forcément tout. Oui. Après, le ménage, c'est une chose. Après, les peintures, moi, je le fais pas systématiquement, tu vois. Oui, non, on va pas refaire les peintures à chaque fois. Mais c'est vrai qu'un appartement neuf, ça va t'attirer des profils un peu plus sérieux et qui vont l'entretenir. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Après, tu vas aussi avoir plus de demandes. Parce que si ton appartement il est nickel, tu vas avoir plus de gens qui vont vouloir le prendre. Plus de choix et les meilleurs vont vouloir l'avoir. Voilà. Alors que si tu as un appartement pas top, dans tous les cas, tu vas pas attirer les meilleurs dossiers parce que les meilleurs dossiers peuvent se permettre d'avoir mieux. Donc en fait, tout est finalement interconnecté. Quoi. Ouais. Mais très bien. Donc là maintenant, imaginons, j'ai fait ma visite. Il y a quelqu'un que j'ai adoré, il a enlevé ses chaussures, il avait l'air tout propre sur lui. Et je me dis, ah bah oui, lui vraiment, en plus c'était très sympathique. On a parlé, il était agréable. Voilà, je me suis dit, je le prends. Je lui ai demandé d'envoyer ses pièces du dossier. Ouais. Déjà, tu as dit quelque chose qui est super intéressant. Aujourd'hui ou demain ? Envoyez-moi les pièces pour le dossier aujourd'hui ou demain, tu m'as dit. Ouais. Ça, c'est tout bête. Qu'est-ce que tu en penses, de donner un délai par rapport à l'envoi des pièces de dossier ? Et est-ce que tu as des cas de gens justement qui traînent, qui t'envoient pas tout et puis finalement qui te renvoient 5 jours après, 6 jours, 7 jours après ? Est-ce que ça déjà c'est un critère pour toi, la rapidité d'envoi du dossier ? Je dirais, oui, pour moi, comme ça va me permettre de mettre en location plus rapidement. Je ne vais pas attendre 2 semaines que le gars il m'envoie son dossier. Et puis ça force les locataires à se positionner rapidement. C'est soit tu es intéressé, soit tu n'es pas intéressé. Mais ça ne sert à rien de faire traîner, de visiter 15 appartements si celui-là que tu as visité ne te plaît pas. Donc généralement, ceux qui sont ultra motivés, ils m'envoient le dossier. Généralement, il est prêt. Les dossiers sont prêts parce qu'ils sont. C'est peut-être pas le premier qui visite. Et donc, ils ont déjà tous les éléments constitutifs. Donc, ils m'envoient par mail le fichier zip ou ce qu'ils veulent, en fait. Généralement, il est complet. Il peut manquer des éléments du garant. Mais sur la partie locataire pure, généralement, il est complet. Et ça marche bien parce qu'en fait, ça sert à rien d'attendre 3 jours pour t'envoyer un dossier. Celui qui attend 4 jours, c'est qu'il a plein d'appartements à visiter. Et donc, quand tu seras décidé, tu reviendras vers moi. Mais moi, je ne vais pas t'attendre. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire... moi, je suis en proche région parisienne, donc je sais que ça part très vite. Donc, les gens, ils ne vont pas réfléchir 2 semaines. Quoi. Oui. C'est soit ça te plaît, soit ça ne te plaît pas. Tu vois, c'est un peu binaire. Quoi. C'est pas oui, peut-être, il faut que j'en visite encore 15 pour voir si celui-là, il est top.
Bah, c'est un gage de sérieux aussi, je trouve, d'être pouvoir l'envoyer rapidement parce que ça te montre que tu es un peu professionnel, tu es réactif. C'est comme les personnes qui arrivent en retard à la visite alors que tu avais fixé 1 heure et puis ça fait 10 minutes que tu attends. Ouais. Tu te dis, oh là là. En fait, ça donne une mauvaise image et ça donne pas trop envie de travailler avec travailler avec la personne parce que tu te dis, bah, du coup, la prochaine fois que je devrais, je sais pas quoi, venir chez la personne pour changer une ampoule, ou je sais pas quoi, j'exagère, parce que les ampoules, ils sont quand même censés savoir les changer. Mais grosso modo, tu dois intervenir dans l'appartement et tu fixes un rendez-vous, bah, tu sais déjà qu'en fait, à chaque fois que tu auras un locataire qui est tout le temps en retard, et qui est pas réactif, bah, du coup, c'est moins agréable qu'un... sûr, ouais. Donc, ok. Donc, très bien. Donc, il reçoit le dossier. Maintenant, tu reçois le dossier, tu l'ouvres. Qu'est-ce qu'on regarde? Donc, je passe donc, déjà, je regarde s'il y a un peu toutes les pièces. Donc, c'est quoi la liste des pièces, pour toi, qui sont les plus importantes? Il te faut donc la carte d'identité, passeport, il te faut ton justificatif de domicile. Donc, c'est soit les 3 dernières quittances de loyer ou une attestation comme quoi tu vis chez tes parents, par exemple, ou la taxe foncière, parce que si tu étais propriétaire, tu te mets en location. Il te faut les justificatifs de tes revenus, donc classiquement des bulletins de salaire. Si tu n'en as pas, tu es entrepreneuse, profession libérale, généralement on demande ton bilan, prouver que tu as des revenus qui tombent. Ton contrat de travail, comme quoi tu es encore en activité, tu as bien un contrat. Alors ça, c'est pour les gens qui sont en CDI, CDD. Sinon, pour les autres, c'est le CABIS, type profession libérale ou autre. Et ton avis d'imposition. D'ailleurs, ça me fait penser, moi, il y a un point super important, c'est que moi, je ne me base pas uniquement sur la carte d'identité scannée. C'est que je veux l'avoir en vrai, la carte d'identité. Je ne sais pas si toi, c'est un truc auquel tu prêtes attention. Non, parce que généralement, certains locataires me montrent leur dossier en physique pendant la visite. Ils me disent, tenez, regardez, voilà mes vrais documents. Ils te montrent la vraie carte d'identité. Ils me montrent que ce n'est pas un bulletin de salaire scanné ou copié. Voilà, donc ils me montrent. Ça, c'est pas mal, ouais, je suis d'accord. Souvent, ou sinon, nous, c'est au moment de la signature du bail, on dit, bah, prenez bien votre chéquier pour les cautions, les machins, les trucs. Bon, même si on demande les virements en amont, c'est encore mieux. La carte d'identité en physique. Et nous, on prend vraiment soin toujours d'avoir le vrai papier d'identité dans les mains parce que je considère que c'est facile aussi de falsifier un scan de carte d'identité. La carte d'identité, c'est le document le plus compliqué à falsifier. Déjà, tu as vu la personne. Donc, tu peux juste, avec la photo qu'il y a sur la carte d'identité, tu te dis, OK, c'est la bonne personne. Mais après, falsifier une pièce d'identité, c'est assez compliqué. Bah, comment tu vérifies qu'un scan de carte d'identité est bon ? En fait, sur une carte d'identité, tu as des éléments qui te permettent de voir si ça a été modifié ou non. Alors, notamment... Non, imagine, moi, j'ai la carte d'identité de quelqu'un. Ouais. Je change juste la photo sur le scan. Je suis un peu douée en Photoshop. Ouais. Et du coup, j'ai acheté un dossier en ligne, par exemple, avec... j'ai acheté un dossier en ligne avec le nom Dupont Alexandre. Je dis n'importe quoi. J'ai dit que je m'appelais Dupont-Alexandre pendant toute la visite. J'ai tout le dossier de Monsieur Dupont-Alexandre qui est merveilleux parce que je l'ai acheté en ligne. Par contre, la seule chose que j'ai fait comme modif, c'est j'ai changé la photo sur la carte d'identité. Alors comment tu vérifies ça ? Ça, tu le verras parce que tous les cartes d'identité ou les passeports, elles sont filigrammées. Et tu as des... non, mais là, je te parle sur le document scanné. Ah ben, sur le document scanné, en fait, tu le verras. Tu verras qu'il y a sur l'image qui a été rajoutée, en fait, à la place de l'autre personne, tu verras qu'il n'y a pas de filigrane. Et ça se voit même quand tu scannes les documents, tu vois tous les filigrammes. Moi, je suis persuadée qu'on peut frauder ça facile. Bah, tu verras, ça se... Parce que tu vois, je veux dire, le filigrane, tu sais, les scans, des fois, ils sont de mauvaise qualité. Donc, tu sais, de là à regarder, tu vois, pour moi, il faut une vraie pièce d'identité. Hein. Alors, tu peux, si tu es... Franchement, en plus, ça coûte rien. Ouais, moi, je suis en mode... votre stress. Là, mais tu peux la demander lors de la Pour moi, visite. il faut demander le vrai Après, document. Généralement, c'est pas les photos la photo qui est falsifiée. Ça peut être le nom, le prénom sur la carte. Oui, mais en fait, finalement, la photo, ça sera la seule chose de vrai. Parce que c'est ta photo vu que tu as été pendant la visite. Tu l'auras mais vu, tout le reste, tu peux mentir sur ton nom, sur ton prénom, sur ton machin. Et là, c'est fichu. Et là, alors après, il y a quand même quelques techniques, mais en supposant que la personne, que tu l'aies pas vue, ou que ce soit une carte d'identité de son ami ou je sais pas quoi, tu peux détecter en fait le texte qui est écrit en fait, parce que tu sais que sur des cartes d'identité, en fait, le gouvernement a défini des polices de caractère spécifiques, et notamment tu regarderas toutes les voyelles, elles ont une barre
Oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord Donc avec ça, toi. tu peux effectivement le remarquer. Oui, non, que mais ça ça, a je suis été, complètement ça a d'accord été- avec ça a toi. été triché. Je suis d'accord. Mais Et tu peux le recouper avec notamment le contrat de travail, l'avis d'imposition. Donc si la personne a changé son nom, son prénom, il faut qu'elle pense à le faire aussi sur tous les autres documents. Oui, Et mais là, non, mais justement, en fait, c'est que moi, je suis persuadée, moi, je persiste et signe Ouais. que si tu as un faux dossier et que tu as juste une photo à changer et que tu as un faux nom, c'est facile comme tout. Moi, j'en suis persuadée. Et enfin, pour moi, il faut absolument vérifier les vraies pièces d'identité des gens en physique, en fait. Parce que ça, effectivement, pour moi, ça doit être évident pour les auditeurs. Vous demandez la carte d'identité. Je veux dire, en plus, c'est super simple à demander. Parce que je veux dire, qui ne l'a pas? Qui ne l'a pas? je Je veux dire, si la personne n'est pas fichue parce qu'elle dit ah ben non mais je l'ai pas parce que je peux pas l'emmener parce que je sais pas quoi, bah ok c'est bon, ciao. Enfin c'est la base et je pense pas que les gens soient des lecteurs de falsification de photos sur des scans. Enfin c'est quand même un métier de détecter ça. Enfin, en tout cas voilà, moi je persiste et signe Mais là-dessus. effectivement, Faut voir les vraies pièces d'identité. Tu peux la demander, alors la pièce d'identité. Après, effectivement, lorsque tu fais les visites, si la personne te dit oui, je suis intéressé, Ça peut être lors de la signature du bail. Tu peux aussi dire on signe le bail dans 3 jours. Bah, pour la signature, vous venez autant le demander en avec... amont parce que mais sinon, voilà, tu perds un peu de temps, mais oui. Tu perds du temps. Mais donc, effectivement, soit tu le demandes sur place, soit tu le check avec le document qui t'a transmis, avec le truc où tu vois que c'est pas filigrammé. Tu peux repérer effectivement que c'est pas les bonnes polices de caractère qui sont écrites. Tu as aussi en bas ce qu'on appelle une zone MRZ où tu retrouves le nom. L'âge, le sexe, enfin la date de naissance, le sexe. Donc tu as des informations aussi que tu peux lire, mais voilà, il faut passer un petit peu de temps. Tu vois, il faut connaître en fait, il faut savoir quoi lire. C'est comme un numéro de sécurité sociale, tu peux récupérer en fait des informations. Mais est-ce qu'il y a un site internet par exemple pour vérifier une vraie carte d'identité? Est-ce qu'on peut taper genre le numéro d'une carte d'identité et voir la photo de la personne pour vérifier que c'est vrai ça ou ça n'existe pas? Non, il n'y a pas pour les particuliers. Après, tu as pour des entreprises des solutions B2B qui existent, mais pas pour les particuliers. On le verra plus sur la vie d'imposition. Là, il y a des outils pour les donc ça, c'est quand même un point faible qu'il faut se méfier, quoi, la fausse identité. Après, c'est pas trop ça qui va être fraudé. Honnêtement, quand tu regardes les statistiques, c'est surtout le bulletin de salaire qui est fraudé aujourd'hui. Parce que frauder ton identité, bon, ok. Moi, je trouve qu'entre guillemets, celui qui fraude l'identité, c'est moins fréquent, mais celui qui fait ça, il a vraiment de mauvaises intentions derrière. Ah oui, non, là, clairement. Là, t'es mal barré. T'es vraiment mal barré. Mais c'est pas ce que tu vas frauder en premier. Mais tu vois, entre guillemets, augmenter un petit peu le chiffre de son revenu du bulletin de salaire, et encore qu'on part sur un vrai bulletin de salaire, c'est qu'au moins il a un bulletin de salaire. Ouais. Enfin, tu vois, il y a plein de degrés finalement dans la fraude à réfléchir. Tu es censé vérifier tous les documents qu'on a vus. Alors par contre, il y a des documents que tu n'as absolument pas le droit de demander. C'est tous les documents bancaires. Donc tu n'as pas le droit de demander des relevés de compte bancaire, savoir s'il y a des actions ou pas, des comptes titres, s'il a des prêts en cours. Donc ça, c'est interdit parce qu'après, tu as des amendes aussi ou des pénalités administratives. Tous les documents liés à la santé, tu n'as pas le droit de demander sa carte vitale ou son numéro de sécurité sociale, même si tu le retrouves sur son bulletin de salaire. Mais tu n'as pas le droit de demander ces informations-là. Et tout le reste, il faut passer du temps à vérifier. Donc tu as 5 documents, 5 items à vérifier. Et donc ça, il faut que tu le fasses proprement. Donc carte d'identité, bon là, on en a parlé. Tu peux le demander sur place. Donc ça, c'est un premier check. Le bulletin de salaire. Le bulletin de salaire, ce qu'il faut vérifier, c'est surtout le net. Parce que c'est ça qui va être modifié. Donc pour modifier le net, généralement, les fraudeurs, ils ne vont pas modifier les petites lignes qui sont en bas du bulletin de salaire. Ouais. Donc dans les petites lignes, c'est ce qu'on appelle le revenu net fiscal. Donc, comme tu demandes 3 bulletins de salaire, en fait, c'est des additions. Tu prends le bulletin de salaire, disons, du mois de juin, tu prends le net fiscal du mois de juin, tu l'ajoutes à celui du mois de juillet et le cumul doit correspondre. Ouais. Donc ça, c'est tout bête, hein, mais c'est des petites additions qu'il faut faire, mais il faut savoir quoi additionner. Il faut vérifier que c'est cohérent. Et que c'est cohérent. Et cohérent avec l'avis d'impôt sur le revenu. Et donc cohérent avec le net qui est écrit en police 20 en gras que tu retrouves, mais c'est ça que tu modifies sous Paint. Le reste, tu ne le modifies pas. Il n'y a pas d'erreur dans le calcul du revenu net fiscal parce que c'est des logiciels comptables en entreprise qui te le font. Et après, donc, tu peux aussi vérifier les petites lignes qui apparaissent. Alors, pas souvent, mais s'il se trouve que tu vois des lignes de saisie qui apparaissent sur ton bulletin de salaire, c'est que le locataire a des dettes. Et donc, c'est des saisies type tribunal ou autre parce qu'il a des dettes, il ne paye pas, je sais pas, il a pris un crédit à la conso, il a acheté une voiture, je ne sais pas quoi, il n'arrive pas à rembourser. Donc ça apparaît sur le bulletin de salaire. C'est des saisies, en fait. Donc ça, mais elles sont noyées dans toutes les charges. Oui, il faut prendre le temps de lire toutes les petites lignes pour vérifier qu'il n'y a rien qui vous saute aux yeux, quoi. Et donc ça, généralement, si
tu regardes juste le net, tu vas pas l'avoir. Mais donc moi, un locataire Même qui a en période d'essai ou période période de préavis ou en phase de congé de reclassement. Enfin, Ça, c'est écrit sur les bulletins de salaire en général mais toi, ces éléments, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de le lire, ouais, c'est ça. Il ne faut pas juste généralement, regarder les chiffres en bas. On est un peu faut lire un peu speed tout ça. on regarde L'ancienneté aussi, c'est écrit. Alors, l'ancienneté, tu l'as, tu peux le vérifier aussi avec le contrat de travail. Donc, après, toutes les opérations, après, ça va consister à recouper tous les documents. Exactement. Et en fait, le fraudeur, il ne va pas penser à tout. Le mauvais fraudeur. Le mauvais fraudeur, voilà. Parce qu'après, tu as des professionnels. Il y a des bons fraudeurs, mais il y a très bons. Mais là, on va se dire le fraudeur mais de en base. général, en moyenne, les fraudeurs sont moyens, donc ils font des fautes. Ils font des fautes et ils vont pas s'amuser à avoir un dossier cohérent. Donc le net, donc ça, on a vu avec le revenu net fiscal imposable. Après, tu peux recouper avec le brut. Donc il y a des ratios comptables qui existent. Alors là, je vais prendre mes antisèches parce que je les connais pas par cœur, mais je vais te les... Notamment en fonction de ta profession. Si tu es salarié, cadre, si tu es fonctionnaire, si tu es... je vais te les donner parce que je ne les ai pas forcément appris par cœur, mais au moins, ça permet de faire un premier tri. Voilà. Si tu es salarié non cadre, le ratio est de 0,75. Donc, tu multiplies le salaire brut par 0,75 et tu dois retomber sur le salaire net. Si tu es fonctionnaire, par exemple, le ratio est de 0,85. Donc ça te permet, parce que le brut, généralement, il ne le modifie pas. Hein. Donc ça te permet, donc bien sûr, il faut tenir compte des indemnités en plus, mais là, c'est une multiplication. Ça te permet de voir un petit peu... De voir s'il y a une cohérence entre le net et le brut. Voilà. Après, tu peux le recouper avec le contrat de travail. Le contrat de travail, tu as le salaire brut global. Donc là, voilà, il faut aussi vérifier que, généralement, le brut, il n'est pas modifié parce qu'il ne regarde pas. Donc ça, c'est un autre élément que tu peux recouper aussi dans le contrat de travail. Après, tu peux aussi vérifier la bonne santé de l'entreprise. Donc, de vérifier tu vas sur, quelle est l'entreprise, parce que c'est pas parce que on est salarié, ça c'est un truc important parce que les gens ils se disent CDI c'est bon, c'est la sécurité. Ça ne veut pas forcément dire la sécurité parce que faut voir aussi l'état de l'entreprise. En effet, c'est quoi comme entreprise? Est-ce que c'est j'allais dire, j'ai pas envie de dire quelque chose de négatif sur un business, mais un business par exemple local où il y a un salarié dedans qui se porte pas bien et que de toute façon ça va pas tenir. En fait, il faut regarder la santé de l'entreprise qui emploie. Oui. Est-ce qu'il y a que 1 ou 2 salariés dedans? Est-ce qu'il y en a 1000? L'état financier aussi de l'entreprise, tu peux le vérifier sur société.com. Société.com. Là, tu vois clairement l'état de la société, si elle est en redressement ou pas. Donc, si elle est en redressement, tu vas peut-être te dire, peut-être que le locataire, le locataire, il va peut-être pas forcément rester dans l'entreprise. Après, tu peux en plus appeler le standard de l'entreprise si vraiment tu veux être sûr que la personne, elle est là, mais juste le standard. Tu pourras pas parler au RH, mais après, tu dis, au fait, j'aimerais parler à monsieur X. Oui, attendez, je vous le passe. Non, merci, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Voilà. Mais exactement. Ça, par contre, moi, je le dis, pour moi c'est obligatoire. Enfin, moi, mais alors, peut-être que je suis encore plus stressée que toi sur les faux dossiers. Donc, toi, tu as un niveau de j'ai un niveau d'exigence je veux pas que ça m'arrive. Parce que j'ai aussi des amis à qui c'est arrivé. C'est-à-dire que, en fait, ils ont super bien vérifié les bulletins de salaire et tout. C'est le mec minutieux, ingénieur, machin. Il allait tout vérifier, le dossier et tout. Mais en fait, il bossait pas à l'entreprise. Et en fait, un coup de fil à l'entreprise. Parce que, bien sûr, en plus, des fois, les fraudeurs, ils jouent au culot, tu vois. Les employeurs, c'est Microsoft, Apple, Facebook. Tu sais, des fois, ils mettent vraiment des gros employeurs. Plus c'est énorme, plus ça passe. Hein. Ouais, plus c'est énorme, plus ça passe. C'est ça le pire. C'est bon, il est employé chez Apple. Tranquille, on est bon. Mais en fait, il n'a même pas pris le temps, soit d'aller vérifier sur LinkedIn, que normalement, les entreprises, elles acceptent les collaborateurs, il me semble, sur LinkedIn. Je ne sais pas exactement. Si en tout cas... tu mets ta profession. Quoi. Ouais, si tu mets bien ta profession sur LinkedIn, etc., ça, on peut vérifier. Et en plus de ça, un petit coup de fil au standard de l'entreprise. Je trouve que ça ne coûte pas grand-chose de faire cette petite vérification. En tout cas, ça te rassure, effectivement. Et ça te sauve. Mais tu vois, tout ça, c'est du temps. Mais c'est du temps, mais complètement. Tu peux facilement te cramer les 10 minutes sur ça. Non, je sais. Mais bon, nous, c'est les investisseurs sereins ici. Donc non, mais passons un quart d'heure même à analyser le dossier. Donc, tu appelles le standard de l'entreprise, tu vérifies. Après, ce qu'il faut aussi vérifier, c'est donc sur société.com, tu peux aussi taper le nom de la personne.
Si tu vois que le locataire est mandataire de la société ou qu'il est patron de la société, faut faire attention sur le bulletin de salaire parce qu'en fait, quand tu es patron de société, tu te mets le bulletin de salaire que tu veux. Bah oui. C'est toi le boss. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est le bilan d'entreprise. Parce que moi, je suis patron d'entreprise, je peux très bien me faire des super belles feuilles de paye ces 3 derniers mois. Et voilà. Donc, il y a vérifier s'il est mandataire ou pas. Donc, ça, c'est aussi important. Et puis, tu parlais des réseaux sociaux. Ouais. LinkedIn. Donc, LinkedIn, Facebook. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier déjà si la personne, elle est bien chez Apple. Tu me dis que tu travailles chez Apple, ok. Là, je ne comprends pas. Je vois pas Apple, c'est une autre boîte. Qu'est-ce qui se passe? Après, c'est juste par curiosité, tu peux demander au locataire, mais vous travaillez chez qui en ce moment? Parce que j'ai vu sur LinkedIn que vous étiez chez, je sais pas, une autre boîte. Donc là, il peut te donner une explication. Ouais, et je précise, c'est que, en fait, c'est très facile de mettre un logo Apple sur son compte LinkedIn, mais ça ne veut pas dire que tu es employé Apple. C'est que normalement, je crois que l'employeur, il peut accepter, tu sais, le fait que tu sois employé. C'est pas si simple. En fait, il faut juste se méfier des gens parce que je sais qu'il y a des gens, des fois, qui sont un peu simplistes et qui vont se dire ah, mais c'est bon, il y a le logo Apple sur son profil LinkedIn. Ouais, mais en fait, c'est pas parce qu'il y a un logo Apple que ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion entre le LinkedIn de l'entreprise et la personne. Enfin, moi, donc je vais loin, tu sais. Ouais, je sais, mais moi, je suis dans. Non, mais c'est bien parce que tu fais bien les choses. Donc voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui. C'est déjà un premier pas sur LinkedIn. Après, tu peux aussi regarder la localisation. Si tu envoies des justificatifs de domicile comme quoi il était en location sur la ville de Lyon et que finalement, tu le vois sur son profil que ses études, elles sont à Paris, tu dis, en fait, vous vivez où là? Vous vivez à Lyon ou vous vivez à Paris? Ouais, ça, c'est les incohérences. Ça, c'est comme ça qu'on a détecté. Nous, on a eu des faux dossiers et en fait, nous, ce qu'on fait, parce que nous, on a tout sous gestion quasiment. Ouais. Et notre gestionnaire nous envoie à validation, une fois que notre gestionnaire a validé les dossiers, elle nous les envoie à contre-validation. Et nous, on redemande à revalider derrière. Ok. Ouais, je sais. Non, mais là, normalement, c'est. Là, t'es chez. Voilà, moi, c'est. tiré bretelle, là, on est bien. Mais après, franchement, je touche du bois, mais on n'a jamais eu d'impayé et on a quand même vu passer une bonne centaine de locataires dans nos logements. Là, on est à 15 minutes par dossier, je pense. Voilà. Et du coup, et en fait, c'était l'incohérence. C'est-à-dire que souvent, des fois, c'est l'incohérence dans le discours. C'est que souvent, on demande c'est quoi l'histoire? Alors, pourquoi vous venez habiter ici? Ah, c'est pour ma fille, parce que moi, j'habite à tel endroit. Et puis ma fille, elle va faire ça comme étude, etc. Ah oui, mais je comprends pas parce que sur votre fiche de paye, c'est pas la même adresse, c'est pas dans la ville que vous avez dit. Enfin, et en fait, des fois, c'est tout bête, mais ils se sont embrouillés dans leur dossier. Oui. Et comme tu dis, en fait, c'est la cohérence qui est souvent le déceleur du fraudeur médiocre. Parce qu'il n'aura pas pensé à. Il n'aura pas réfléchi à toute la cohérence globale du dossier. Et donc, c'est ça qui est important de prendre le temps de vérifier tous les documents. Et on en oublie un. L'avis d'impôt. L'avis d'imposition. C'est le plus important, moi, je trouve presque. Non? Alors, l'avis d'imposition, oui, parce que tu retrouves tes revenus. Ouais. Les revenus. On peut demander que 2 ans, c'est ça? Je sais pas, je crois qu'il y a une limite. Non, c'est le dernier avis d'imposition. Ah, que le dernier, c'est ça? Je sais qu'on ne peut pas en demander 50. Non, c'est pour les bilans d'entreprise, mais pour l'avis d'imposition, généralement, tu te passes sur le dernier parce que c'est celui qui est à jour. Ouais, je demande le dernier. Je sais plus si on demande. Si tu te bases sur celui d'il y a 2 ans. Je crois que pour les chefs d'entreprise, on peut en demander un peu plus. Enfin, je sais plus, non. Mais pour les particuliers, c'est vraiment le dernier parce que c'est sa situation à date. Ouais. Tu vois, c'est aujourd'hui. La photo de donc le dernier avis d'imposition. Les deux, bon, pourquoi pas pour te rassurer, mais ça n'aura pas d'utilité parce que ce sera peut-être plus pour les chefs d'entreprise du coup pour vérifier. Oui, tu peux, mais après tu as les bilans de société, donc normalement le seul avis, ça reflète la réalité du terrain. C'est quoi sa situation il y a 1 an? Parce que tu t'en fiches à la limite, peut-être que sa situation. Ouais, mais pour un chef d'entreprise, moi ça me rassure de voir que ça fait pas que 6 mois ou 1 an qui se verse un salaire. Que c'est une entreprise, ça fait 2 ans. Enfin, ça peut être bien quand tu as un gros écart. Et surtout que c'est facile à vérifier justement la véracité d'un avis d'impôt. Oui, alors maintenant ils ont changé leur méthode. Avant, tu avais un site internet où il fallait sloguer, rentrer le numéro fiscal et tu avais un contrôle qui te disait oui, c'est un bon avis ou un faux avis. Ouais. Maintenant, ça a changé. Je trouve bon, ça te fait le même job, mais tu as un QR code sur l'avis d'imposition. Tu le scannes et en le scannant, en fait, tu retrouves le nom, le prénom. Comme ils sont sur l'avis d'imposition. Donc, s'il te dit oui, l'appartement il est juste pour moi,
Je suis tout seul à y habiter, mais alors, sur son avis d'imposition, ils sont 2. Tu dis, bah, alors, en fait, il est pour qui, là, qui va habiter dans le logement? Ouais. Ouais, mais en fait, il y a mon ami qui va venir. Bon, ok, donc vous êtes 2 finalement. Bon, Ouais. il aurait fallu le dire dès le départ, quoi. Donc là, tu peux checker la composition de la famille. Tu peux checker le Et il y a le bah, montant combien- aussi ou est-ce que le... Tu as le sur montant. ce- Oui, tu as le. Ouais, normalement, tu as le montant, tu as le nombre de parts, donc s'ils ont des enfants ou pas. Ouais, donc c'est vachement rassurant quand même. Donc, tu as quelques informations. Donc, tu n'as pas le revenu net fiscal. Il n'est pas donné. Mais tu as toutes les informations sur la personne, sur le foyer. Si tu rentres un faux numéro, bah, ils vont te dire bah, désolé, c'est ta vie, il n'est pas bon. S'il a été bidouillé, la vie, quand tu vas scanner le QR code, on va te dire désolé, la vie, il n'est pas correct. Voilà, donc là, tu as un contrôle en plus qui peut être fait. Voilà, donc ça, c'est peut-être intéressant de le faire en complément. Ouais, ça c'est très bien. Mais ça, c'est même obligatoire. Moi, je pense que moi, je dis à mes auditeurs, vous le faites, faut vérifier. Voilà, donc Parce que ça prend vraiment pas beaucoup de temps et pour le coup, c'est facile à faire. Voilà, c'est facile à faire. Il te faut une application à télécharger sur le téléphone particulière. Et une fois que tu as fait ça, donc là, on a balayé les 5 documents, tu peux avoir un aperçu global, objectif sur le dossier du gars. Est-ce que, ok, bon, tu as checké tous les points, tu as essayé de déceler la plupart des anomalies ou des petites erreurs que peut faire le fraudeur. Mais ouais, il faut y passer du temps. Toi, tu passes à mon avis 20 minutes. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment passer du temps pour le faire. Il ne faut pas se précipiter. Après, typiquement, tu as des outils qui te permettent de faire une vérification globale de tout ton dossier. Pour ceux qui ne veulent pas le faire ou qui n'ont pas le temps, ça peut être un complément aussi d'utiliser des outils à côté pour vérifier les dossiers de location, quoi. Et j'ai envie de dire aussi que je sais qu'il y a certaines personnes qui disent non mais c'est bon, de toute façon moi je prends la garantie Visale où j'ai une garantie impayée, donc c'est bon, j'ai pas besoin de trop vérifier. Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? Non, il faut pas laisser. Je dirais il faut vraiment être sûr que si tu prends une Visale ou une garantie loyer impayé, que c'est l'organisme qui a fait le check et qui met son tampon dessus. Exactement. Donc en fait, c'est pas parce que tu as une garantie que entre guillemets tu prends n'importe qui, tu fais pas Non, gaffe. parce que tu peux très bien prendre une garantie loyer impayé, mais vu que l'assureur te demande de vérifier le dossier, bon, bah, si tu le dis, ouais, j'ai tout vérifié, et puis au final, tu as mal fait les choses, c'est pour ta pomme, quoi. Si tu l'assureur va te dire, ne voudra pas t'indemniser le jour où tu as un souci, quoi. Exactement. Et moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, le but, c'est quand même d'avoir le moins de soucis possible. Donc, personne n'a envie d'avoir à gérer et d'appeler son assurance pour gérer le loyer impayé. Enfin, si on peut l'éviter, autant l'éviter. Donc, autant faire bien les choses et prendre 20 minutes. Ou même 30 minutes au début. Et attends, mais parce que dans tout ça, on a quand même oublié des gens. On a oublié les garants. Ah oui, les garants. Bah oui, les garants, super important. Les garants, donc du coup, les garants, quand tu as un étudiant, généralement, qui a des garants, bah, il faut tout concentrer, tout miser sur le garant. Parce que c'est lui qui va qui se porte garant, qui se porte caution solidaire. Donc si le locataire ne paye pas, c'est les garants qui vont payer. Mais donc voilà, donc ça n'empêche qu'il faut étudier le dossier du locataire, étudier le dossier du garant. Donc tu peux peut-être doubler le temps sur l'étude de dossier. Donc moi, généralement, j'ai moins d'une dizaine de dossiers. C'est déjà pas mal à étudier. Et sur la dizaine de dossiers, voilà, tu les étudies, enfin, tu passes du temps à les étudier. Après, moi, je suis un peu feignant, donc je les charge tous sur Monsieur Hugo. Et là, c'est notre partenaire qui les vérifie. Donc, j'ai quand même toi, tu as le double contrôle avec ton agence. Ouais. Moi, j'ai le double contrôle via Monsieur Hugo. Donc, et après, je vérifie un peu les dossiers. Mais au moins, ça permet d'avoir un premier filtre. Je précise pour les gens, Monsieur Hugo, du coup, c'est ton logiciel de gestion locative. Oui. Avec lequel tu as des partenaires. Ils n'ont peut-être pas écouté le premier épisode, mais, parce que c'est là que tu expliques tout ça. Mais du coup, c'est un logiciel payant, mais qui t'aide vraiment dans ta gestion locative au quotidien. Et donc, notamment, tu as une fonctionnalité qui permet d'envoyer à ton partenaire. Le ministère du Logement. Et en fait, tous les dossiers sont envoyés. Ils sont vérifiés dans la journée. Et ils te font en plus ce contrôle avec les revenus du locataire qui sont déclarés au centre des impôts. Ah ouais, donc c'est merveilleux. Tu as un vrai contrôle qui est fait. Donc, ça ferait à peu près le même job que les 20 minutes que tu peux faire. Je pense que toi, tu fais peut-être mieux le job parce que tu vas appeler la boîte pour savoir si le locataire il travaille. Là, il vérifie vraiment le contenu informatique des documents, la conformité. Ils peuvent te dire si le document a été fraudé ou pas. Donc, modifié avec Paint ou Photoshop. Et surtout, tu as un contrôle avec les revenus enregistrés au centre des impôts.
Donc moi, je le fais parce que ça me permet de gagner du temps. Tu vois, c'est fait automatiquement, en fait, on va dire. Et après, après, tu vois, si j'en ai 5 qui sont validés, après, il faut bien que je me dise de quel jeu je prends. Voilà, ouais. Donc, je peux refaire un check. Et puis après, il y a les 50% de subjectivité parce que j'ai fait les visites et parce que j'ai aussi un avis sur la question, quoi. Ok. Non, mais c'est super clair. C'est super clair. Je sais pas s'il manque un point qu'on n'a pas abordé, mais je pense qu'on a fait le tour, non ? Ouais, non, là, on a regardé. Un petit détail, moi, peut-être, que j'ai en tête encore. C'est à la toute fin, au moment de la conclusion, quand on dit OK, tu rappelles en disant c'est bon, vous pouvez le prendre. Moi, il y a une alerte rouge immédiate. C'est quand la personne commence à me dire, à me négocier soit la caution, soit le paiement du premier loyer. Et là, je dis OK, d'accord. Alors, si t'as déjà pas la trésor pour payer ça, c'est vrai. Au secours. Donc. Alors moi, je l'ai pas eu. Généralement, ils essaient de négocier avant de signer le bail. Ok, mais ça pareil, moi c'est une alerte rouge parce que si ça veut dire que la personne en termes de trésorerie, elle gère pas bien sa trésorerie. Oui. Donc pour moi c'est une alerte rouge parce que ça veut dire que t'as pas l'argent de côté, donc ça veut dire que t'as le moins de soucis dans ta vie, t'as le moins de dépenses supplémentaires. Voilà. Alors ça, je pense que effectivement c'est important à regarder. Moi, ce que je demande, une fois que j'ai validé le dossier, que je fais le bail, ce que je demande par contre, c'est ok, vous allez rentrer dans les lieux dans 2 semaines, dans un mois. Je demande le versement du dépôt de garantie à la signature du bail pour verrouiller le dossier. Complètement. Parce que sinon, le locataire, il va signer tous les baux de location et puis au final, il va se dire je vais prendre le meilleur de. Oui, mais donc, j'ai une membre qui s'est fait avoir il y a pas longtemps parce qu'elle avait dit c'est bon, il prend. Je lui ai mis ok, il rentre dans combien de temps ? Il rentre dans 3 semaines. Je lui ai dit mais oui, mais du coup, vous avez signé quelque chose ? Il a payé quelque chose, une caution ? Non, rien, mais je le crois. Je fais non. Là, il faut signer le bail et même en signant le bail, il faut demander le dépôt de garantie parce que ça engage le locataire financièrement. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que du coup. Il va arrêter ses visites. T'es sûr qu'il arrête ses visites. C'est ça. Et en fait, je lui dis non, fais pas comme ça. Il faut que tu recontactes et il faut qu'il y ait quelque chose, au moins le premier loyer ou les cautions qui soient versées pour sceller les choses. T'as pas demandé le premier loyer. Oui, bon. C'est vraiment le dépôt de garantie qu'il faut demander. Le dépôt demander. de garantie, parce que comme il n'est pas encore rentré dedans. Voilà, donc c'est entre 1 ou 2 Alors mois. après, nous, pour information, nous, on est des propriétaires hyper stricts, c'est-à-dire que nous, le jour où la personne réserve, elle commence à payer le loyer et elle prend l'appartement, en fait. Ouais. Enfin, tu vois, il n'y a pas de je le prends dans 1 mois, mais du coup, moi, je me retrouve avec 1 mois sans loyer. Enfin, après, nous, c'est une condition qu'on fixe. Mais après, ça dépend. Si l'ancien locataire il est parti, tu vois, souvent, bien sûr. Moi, souvent, je fais des visites quand le locataire il est partant, il est encore là parce que tu as 1 mois de préavis. Oui. Donc, pour organiser les choses, tout à fait. Organiser les choses. Donc, comme j'ai pas de vacances, j'attends pas que le locataire il parte pour faire les visites. Et donc, forcément, j'ai souvent des gens, enfin des locataires qui veulent emménager de suite, mais ils peuvent pas parce que l'autre il est pas encore parti. Son préavis c'est dans 3 semaines. Oui, ça, bien sûr, ça évidemment. Et du coup, elle a rappelé la personne. Elle dit du coup, on signe quelque chose et vous nous versez la caution. Mais finalement, je sais pas trop, je vais voir, je vous recontacte. Et puis j'ai fait t'as bien fait de la rappeler parce que finalement il lui a posé un lapin. Mais elle l'a su un peu, elle l'a su plus tôt pour reprendre les visites parce que voilà. En fait, tant que les gens ils ont pas versé d'argent, ils se sentent pas engagés en fait. Non, mais c'est la base. Donc ça c'est aussi super important, c'est pour boucler la boucle. Boucler la boucle, c'est tu verses ton dépôt. Enfin, dès que tu as ton dépôt de garantie sur ton compte bancaire, c'est que tu dis ok. On est bien, il n'y a plus que l'état des lieux à faire. Quoi. Très bien. Bon, parfait. Merci beaucoup en tout cas, Bruno, pour cet épisode qui était déjà pas mal, je trouve. Merci à toi. Et puis, je te retrouve tout de suite dans un second épisode sur un autre sujet, mais qui va être attenant à celui-là. À bientôt. À bientôt.